Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je veux vous encourager à croire que Dieu est celui qui est capable de vous donner un avenir et une espérance. C'est pas juste des beaux mots, c'est pas juste un beau verset comme ça. Non, vraiment, il peut vous donner un avenir et une espérance, même si vous êtes mal parti, même si vous trouvez que vous n'avez pas eu toutes les ressources, tous les critères qu'il fallait pour bien commencer dans la vie, parce qu'on n'est pas tous nés dans une famille qui était fonctionnelle. On n'est pas tous nés quelquefois aussi avec des besoins financiers qui ont permis qu'on ait une enfance qui soit même juste à l'aise au niveau de la nourriture, des besoins juste de base. Quelquefois on a pu avoir des problèmes à l'école, des problèmes relationnels, échouer un mariage, échouer une relation et vivre tout un tas de choses, tout un tas d'échecs qui nous conditionnent et qui nous font croire que voilà, c'est fini, tu as vécu un échec et tu es un échec. Et oui, c'est vrai, il y a des mauvais départs, il y a des mauvais départs qui ne dépendaient pas de nous, il y a des mauvais départs qui dépendent qui sont les conséquences de mauvais choix que nous avons faits. Mais rappelons-nous que Dieu est bon. Dieu est celui qui est capable de venir racheter le temps, et il est capable aussi de venir redonner un avenir et une espérance là où même nous-mêmes on s'est trompé, là où nous-mêmes on a pu perdre du temps, on a pu prendre de mauvaises décisions. Alors je vais vous encourager à mettre votre foi en ce Dieu et à ne plus être là aujourd'hui dans votre vie à vous dire voilà, pour moi c'est terminé, j'ai trop échoué, j'ai fait trop de mauvais choix et c'est terminé pour moi. Non, ce n'est pas la finalité. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et si vous êtes d'accord pour pouvoir collaborer avec lui et pour pouvoir le croire, eh bien je crois qu'aujourd'hui même, il peut ranimer en vous un rêve, il peut ranimer en vous l'espoir et la foi aussi de vous dire ok, demain il y a un avenir, demain ce ne sera pas comme hier et je mets ma foi dans le Dieu qui m'aime, le Dieu qui m'a racheté, le Dieu qui croit en moi. Dieu croit encore en vous et ça c'est quelque chose que quelquefois on a du mal à le saisir, on a du mal à le croire, mais oui, Dieu croit encore en toi, il croit qu'il y a encore quelque chose en toi qu'il peut utiliser. Alors si Dieu le croit, qui sommes-nous pour pouvoir dire non Seigneur c'est fini, c'est trop tard. Il veut le faire. Et puis aujourd'hui vous avez entendu les témoignages de Yentl et vous avez vu comment Dieu a pu utiliser sa vie, comment d'un point de vue extérieur on aurait pu se dire voilà, Yentl elle n'aura pas énormément d'options dans sa vie et pourtant Yentl aujourd'hui vit son rêve, vit le rêve de Dieu. Alors ne le limitons plus parce qu'il est capable de le faire. Bonjour à vous les filles. Salut Annabelle. Ça va bien, Laure? On est déstabilisés. Qu'est-ce que je fais là? Mais bon, c'est ça, on n'a pas les places attitrées et c'est la spontanéité de ce podcast. On ne sait jamais où. Qu'est-ce qui peut arriver? Et aujourd'hui, on a une invitée. Bonjour Yentl, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à table. Merci à vous de t'asseoir avec nous à table avec Annabelle. Si t'as fait, Voilà. Est-ce que tu veux quelque chose? Tiens, vas-y. Allez. Allez. Un petit bout de fromage? Merci. T'as fait des bouts. Dieu les fait pour la semaine, là. J'essaie, il faut que je m'entraîne à servir avec grâce. Mais en fait, à chaque fois, le poids me surprend. Ça pèse une tonne. Donc, Yentl, on est contente que tu sois avec nous. On va passer un petit moment ensemble. Ouais. Et tu vas pas nous raconter toute ta vie, même si ce serait super intéressant. Mais on va parler d'une période particulière, en particulier de ta vie. Ouais. On va parler plutôt de ton enfance par rapport à l'école. Parce que tu aimais vraiment beaucoup l'école. Ça a été les meilleures années de ta vie, Yentl, c'est bien ça? Est-ce que j'ai eu les bonnes informations? C'est une catastrophe. Parce que t'as vu, je sais. Je sais, j'ai beaucoup de discernement. Non, c'était une catastrophe. Ah d'accord, voilà. C'est réglé. Une catastrophe. J'ai été très, très malheureuse. Très malheureuse parce que d'un côté, mes parents voulaient que j'aille à l'école, normal. Mais d'un autre côté, j'étais pas bien. C'est vraiment à cause de l'école que j'ai commencé à vivre mes premières angoisses. Ah ouais, carrément. J'y allais avec la boule au ventre. En fait,
si vous voulez, ce que je me suis analysée. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais pas dans l'école. Qu'est-ce qui Au me moment où tu étais à stressait. l'école ou après Non, quand non, t'es après, plus tard, sur le moment, dans ma tête, il fallait que j'aille à l'école, donc je me posais pas des questions. C'est dès tout jeune, Ah c'est oui, ça oui. J'ai jamais aimé. Je me suis toujours un petit peu sentie à part et j'ai jamais aimé. J'ai toujours été mal à l'aise avec les gens, pas avoir un peu de mal à aller vers les gens, très timide. Très timide. Ah ouais. Bon, j'ai un frère jumeau, donc en fait au début ça m'a aidé parce qu'on était ensemble dans la même classe, donc ça m'a aidé. Mais après, je crois vers la 6e, du coup on n'était plus ensemble. Et j'ai redoublé 2 fois. J'ai pas eu mon brevet, j'ai arrêté à 15 ans et demi. Est-ce que tu penses que l'impact social, comme tu disais que tu étais timide, ça avait un impact justement sur le côté école en soi? Parce que des fois, les deux sont liés. La timidité, ça m'a coupé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc voilà, ça a créé beaucoup de limites en moi, ça a créé beaucoup de manque de confiance en moi, beaucoup de manque d'estime de moi, donc forcément. Et ça m'a pas du tout aidé à être ambitieuse ou quoi que ce soit. Et puis, faut dire aussi que, parce que quand on s'est appelé un petit peu pour parler du sujet, donc je savais qu'elle c'est tout. Comme je te disais, étant donné que tu fais partie de la communauté des gens du voyage, corrige-moi si c'est pas ça. C'est ça. Comment je te disais, mais est-ce que tu as beaucoup changé d'école? Parce que peut-être que ça venait de ça, tu vois. Je voulais t'apporter un éclairage sur ta propre vie. Mais là. Les gens du voyage, c'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est des gens du voyage? On fait. C'est vrai. En fait, on vit en caravane, donc on fait partie de la communauté des gens du voyage. On voyage. On est des nomades, on voyage. On a des caravanes, des campings, nous on appelle ça des campings. Et on voyage donc de place en place au travers de la France. Et donc justement, on a l'habitude de changer d'école. Ouais. Sauf que moi, en fait, j'ai toujours vécu en maison. D'accord. Parce qu'on est forains. La même maison. Oui, la même maison. On est forains, donc ma famille, on est forains. Donc on fait les fêtes de Paris. Donc, du coup, ce qui fait qu'on a la maison. On a la maison et puis j'ai toujours... donc j'ai jamais changé d'école en fait. Donc heureusement, parce que déjà, dans l'état où j'étais, j'aurais dû changer d'école. Catastrophe. Non, mais je me suis dit, écoute, si tu changeais d'école tous les 6 mois, peut-être qu'on comprend. Mais et sans tomber dans les clichés, puis tu vas être là pour pouvoir aussi détruire ces clichés. Mais tu vois, avec les reportages qu'on peut voir, souvent on va dire, les filles dans la communauté des gens du voyage, l'école c'est pas important, les parents ne poussent pas, etc. Beaucoup de filles sont déscolarisées très tôt, et pas parce qu'elles n'aiment pas l'école, mais parce que ça fait partie ça fait partie de la normalité. Ouais. Et en fait, toi, c'était pas du tout. Est-ce que c'est un cliché, et 2, est-ce que c'était ton cas? De un cliché, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des familles. C'est comme les sédentaires ou quoi que ce soit. Tout le monde n'a pas exactement. Donc c'est un cliché. C'est un cliché. Pour moi, il fallait que j'aille à l'école jusqu'à 18 ans, que j'ai mon bac. Ouais, parce que c'était important pour tes parents que la question se posait pas. Mon père, il disait, on vit maintenant dans un monde de plus en plus, on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir étudié, on a besoin de tout ça. Pour plus tard, on ne sait pas, peut-être que tu feras pas les fêtes, donc tu seras peut-être pas foraine. Ma fille, on ne sait pas. Donc tu dois d'avoir, et c'est normal. Sauf que le mal-être, il l'a emporté, vraiment. Et que mon père me disait, y a pas, la question ne se pose pas, tu iras jusqu'à tes 18 ans, où il a vu à quel point que j'étais pas bien. Il m'a dit, d'accord ma fille, on te quitte de l'école, j'avais redoublé 2 fois. Mais par contre, à côté de ça, tu travailles et du coup, tu finis, est-ce que c'est jusqu'à 16 ans? C'était ça, l'école obligatoire. Enfin, à l'époque, moi où j'allais, c'était jusqu'à 16 ans. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et t'as redoublé quelle classe, quel niveau? J'ai redoublé la 6e et la 4e. J'ai même pas mon brevet. Ok, d'accord. J'ai aucun diplôme. 0. Nada. Vraiment, que les choses soient claires. Et ton frère, lui, allait jusqu'au bac. Ouais, est-ce que c'était le fait que ce soit un frère jumeau en plus? Est-ce que ça rendait... est-ce que c'était encore plus difficile à vivre? Non, du tout. Non, super. Non, du tout. Du tout. Bon, au moins, ça c'est non, il n'y a pas eu de... compétition, non, pas du tout, comparaison. Non, pas du tout. Très bienveillance, rien. Puis, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Il n'y a jamais eu de... Non, mais c'est la vérité. Il n'y a jamais eu de compétition. C'est ton enfance. Non, mais c'est vrai, il n'y a jamais eu de... Jamais.
Ouais, bah tu vois, c'est super. Donc c'est une bonne chose. Tu peux appeler ton frère tout à l'heure pour lui dire merci. Et toi aussi, Stéphanie, je me souviens que tu en avais parlé, mais j'ai un vague souvenir. Tu en avais déjà parlé, je pense, dans une émission sur RMC, que toi, l'école, ça n'a pas toujours été facile non plus. Écoute, curieusement, moi, je viens d'un milieu où l'école était extrêmement valorisée de par mon père qui était médecin, ma mère infirmière, donc c'était vraiment à l'école. Donc au début, ça a bien passé, j'allais à la maternelle, comme tout le monde, j'ai fait l'école. Le problème est arrivé quand mon père a déménagé, il a changé d'hôpital, donc on a été transféré dans une autre ville, et dans la ville où c'était, l'école où j'allais, c'était une école où il y avait déjà appris à lire, si tu veux. Donc, moi, c'était dans la première année, donc j'ai peut-être 7 ans, autour de 6-7 ans qu'on apprend à lire. Donc, dans cette école-là, moi, j'arrive toute heureuse, de bonne humeur. Moi, j'aimais l'école. Mais là, il y a le professeur qui est là, puis elle me demande de m'avancer en avant. Tu vois, elle me dit, salut, bonjour, on a un nouvel élève. Et pour me mettre, je sais pas, à l'avant-plan, elle me fait venir au tableau, puis elle me demande de lire un mot devant tous les élèves, tu vois. Et moi, je savais pas lire. Donc là, de ma joie, je suis super honteuse, quoi. Et là, je me souviens encore aujourd'hui, et c'est Madame Monique. Monique. Alors, si vous êtes un professeur, Madame Monique, je ne parle pas de vous. Madame Monique, à l'époque. Et elle m'a fait lire le mot qui était sapin, c'était juste avant Noël. Alors, toute ma vie, mais la honte. Et là, par la suite, vu que j'étais timide, ça m'a mis un rapport négatif, tu vois. Et là, j'ai eu de la difficulté, puis là, ils ont fait venir ma mère, puis là, ils ont découvert que j'étais dyslexique, puis j'avais de la difficulté à apprendre à lire. Et ma mère, elle a dit, non, les choses ne se passeront pas comme ça. Donc, je peux lui dire merci encore aujourd'hui. Comment c'est elle à la maison le soir, mais moi, j'arrivais après l'école, j'aimais pas l'école, je voulais abandonner l'école, j'allais rien faire de ma vie, c'était terminé, tu vois. Et finalement, elle m'a dit, non, elle m'a donné un rêve, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je lui ai dit, et là, à tous les soirs, on faisait les devoirs ensemble, et j'ai appris à lire plus rapidement que les autres. Oh. Et aujourd'hui, je dois t'avouer que la lecture est une passion. Écoute, j'ai des murs, j'aime les livres, mais je pense avoir transmis ça à mes enfants, les deux aussi. Donc, tu sais, on peut partir d'une situation qui était négative, et maman, elle a essayé de le travailler avec ce qu'elle avait et ça m'a donné, au contraire, le goût de l'école. Mais sinon, j'étais mal partie. Madame Monique, elle m'avait amenée sur un chemin un peu plus difficile. Mais il y a un truc que tu as dit là, et j'ai dit la même chose tout à l'heure. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai dit, ça m'a empêchée d'être ambitieuse. Et tu as vu ce que tu as dit? Tu as dit, là, ce que tu viens de dire, on a dit la même chose. Sans à quel point que l'école, ça peut... À quel point qu'une mauvaise... un truc négatif de l'école, ça peut justement nous fermer les portes, en fait. L'autostime, on n'ose pas. Mais t'es enfant. Et en fait, quand t'es enfant, l'école, c'est un petit peu... Il y a ta famille, puis il y a l'école. Mais à l'école, c'est là où il y a les notes, c'est là où il y a les examens. Donc, c'est comme ça te donne un barème sur toi-même et sur ton potentiel de réussite ou pas. Et c'est comme quand toi, t'arrives après le monde du travail, et si ton patron, il te dit non, ça, c'est un mauvais travail et tout, c'est pas... En tant qu'adulte, c'est pas facile à vivre déjà, mais en tant qu'enfant, c'est ce que tu vis à l'école si tu vis des échecs scolaires. Sauf que quand tu es un enfant et que tu vis des échecs scolaires, il peut y avoir 1001 raisons à ça. Et c'est que quand tu es enfant, tu te dis pas « Ok, mon identité n'est pas dans mon résultat, n'est pas dans mon bulletin. » Et puis, il y a des familles où justement l'école est valorisée. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de valoriser l'école, mais où vraiment toute la valeur de l'enfant et en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter en tant qu'enfant. Tu as l'impression que tes parents sont fiers, ils sont heureux quand tu as un bon bulletin, quand tu as une bonne note, et puis tu as l'impression que quand tu as une mauvaise note, mais que tu es la tare de la famille. Et du coup, dans ton cœur d'enfant, c'est comme, si je réussis pas à l'école, mais en fait, je suis nulle, je suis un échec, et j'ai pas d'avenir. Et après, t'as pas si t'as pas des parents ou un entourage pour te dire non, il y a plus que ça, il y a autre chose, il y a un autre avenir derrière. En tant qu'enfant, oui, c'est sûr, ça construit beaucoup de barrières et beaucoup de limitations. Et même vis-à-vis des autres élèves aussi, parce qu'il y a les parents, il y a la famille, mais c'est vrai que les élèves aussi, tu sais, quand tu te retrouves que tu fais partie des derniers de la classe, ça te met une sacrée pression. Et c'est vrai que ton estime en prend un coup, comme tu l'as dit, ton identité aussi, tu te fies un peu à ça finalement. Surtout que, ce qui est compliqué avec l'école, c'est que c'est tellement général en plus que ça vient rentrer dans des départements où c'est juste, comme tu l'as dit, peut-être que c'est pas forcément peut-être la matière qui va le plus te réussir, c'est peut-être pas, ça va pas définir qui nous sommes vraiment, quoi. C'est très très large l'école, et des fois on s'arrête à ça pour juger qui nous sommes, et c'est là où il faut faire la part des choses. Et comme des fois c'est les camarades qui nous jugent, les enfants entre eux, je sais pas, c'est très dur. Les enfants, ce qui était difficile avec toi, non, ils étaient pas. Non, c'est moi
qui était très dur avec moi-même. Parce qu'aujourd'hui, dans nos écoles, il y a plein de taxages. Les jeunes, ils se font ridicules. Oh là là. T'as pas eu ça, toi? Non. C'était vraiment moi avec moi-même qui était dur. Et le prof qui distribue les copies et il donne les notes. Ah, il donne les notes. Moi, j'ai eu ça. Où il jusqu'à part. la dernière. Oui, c'est ça. Où il part. Et puis, t'attends ton nom. Mais ça se fait plus aujourd'hui. Je peux pas croire qu'on fait ça. J'espère pas. En tout cas, je trouvais ça tellement dur. Même déchirant. Moi, souvent, j'avais des bonnes notes quand j'étais au primaire. C'est moi qui le dis. Au parfum, Annabelle a dit toujours, toi, Stéphanie, à ton époque, on avait les rouleaux, on déroulait les rouleaux à l'école, tu vois. Vous aviez l'électricité, vous allumez une bougie. On n'était pas en visio non plus. Tu vois que voilà, la visio. Donc, à ton époque, Annabelle, tu me disais. Non, moi, au primaire, j'étais une très bonne élève. Vraiment, très bonne note et tout ça. Ma seule frustration, c'est que j'étais souvent la deuxième ou la troisième de ma classe et pas la première. C'était la frustration. Tu fais partie de ces gens-là, toi. Ouais. Et mais en fait, c'était plus... c'était assez facile à ce moment-là. Après, quand je suis passée au collège, déjà, il fallait un peu plus travailler. Ouais. C'est là où je fournissais un peu moins. Donc, bon. Et c'est là où les matières se spécifient un peu plus. Et du coup, je me souviens en 6e, donc ma première année de collège, j'ai eu un 12 sur 20, je pense, en maths. Mais pour moi, un 12 sur 20, c'était... Et je me souviens, j'ai pleuré et tout. J'étais dévastée. Je pense que je me disais, mais ouais, j'arriverai jamais. Ma vie est fichue. Parce que j'avais pas été habituée. Mais quand je regarde en arrière, après, ce n'était que le début d'une descente phénoménale en maths. T'as pas fait de maths? Ah non, pas du tout. Et en fait, jusqu'à quasiment la fin de mon collège, je le vivais hyper mal. Mais franchement, je me disais, mais qu'est-ce qui cloche dans ma tête? Parce que je comprenais pas les maths, je comprenais pas les sciences, la biologie, pas vraiment. Je comprenais quand elle parlait, mais après, quand il fallait faire soi-même les expériences, bref, ton métier, quoi, ce que t'as fait. Alors là, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a raconté, la dame? Là, c'était la physique. Alors là, je t'en parle même pas, c'était la catastrophe. Et ma prof de bio, une fois, elle m'a dit, parce que alors là, mes notes, c'était... et elle m'a dit, mais en fait, toi, Annabelle, c'est fou, hein. Toi, t'es vraiment littéraire, hein. C'est français, les langues et tout. Alors, pas du tout scientifique. Et étonnamment, pour moi, ça m'a juste soulagée. Je me dis, mais voilà, c'est ça, je suis pas scientifique. Merci, j'accueille ma nullité scientifique. Et après, je l'ai très bien vécu, mais peut-être un peu trop bien, parce que j'avoue que après, j'ai plus fait aucun effort au lycée. Mais tout ça pour dire que, qu'en fait, moi, ça m'a aidé que quelqu'un me dise, voilà, t'es forte dans tel domaine, mais dans tel domaine, on dirait que c'est pas ta force. C'est exactement ça. C'est que en fait, quand on est jeune, parce que même quand on est adolescent, on n'est pas adulte et on n'a pas souvent le recul de se dire. En fait, on croit que tout ce qui est à l'école, toutes les choses qu'on va apprendre à l'école, on pense qu'il faut être bonne en tout. Oui. Que tout va nous servir. Mais non, parce qu'en fait, on est toutes différentes. Et justement, toi, t'étais bonne en maths. Ouais. Toi, t'étais bonne en français, et c'est justement ça. Elle était en français et en maths. Mais moi, ce qui m'a nu, c'est que j'étais un peu. Toi aussi, t'es drôle. Moi, des fois, c'est que j'étais un peu comme J'ai jamais été la populaire à l'école. Non, mais des fois, quand on est. Tu sais, je rigolais dans la classe, tout ça. Donc, des fois, j'allais en discipline parce que je m'amusais trop, tu vois. J'étais non. Mais j'étais pas turbulente comme toi, Stéphane. Non, je suis sûre moi, j'étais pas du tout turbulente. Et toi, du coup, c'était. Tu faisais vraiment profil bas jusqu'au bout. Ouais, c'était toi. En plus, j'étais grande. Donc, tu vois, moi, j'ai redoublé 2 fois. J'ai jamais eu ce problème-là non plus. Grande, redoublée 2 fois. Ouais. J'étais pas. Et de la part, mais de la part des autres élèves, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Mais est-ce que tu as vécu des moqueries? Non. Franchement, non. Mais donne-nous le nom de ton école, parce que ça va. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disaient, oui, elles sont gitans, parce qu'ils parlent comme ça. Faut pas, etc. Donc, c'était plus... Mais même, j'avais pas de caractère.
J'avais pas de caractère, ça m'a beaucoup renfermée. Est-ce que tu avais des amis quand même? Oui, j'avais des amis. Mais j'étais renfermée, non. J'étais très renfermée et j'étais pas du tout comme je suis maintenant. Et les profs, qu'est-ce qu'ils te disaient? Est-ce qu'il y avait un accompagnement particulier? Non. C'était juste... Non, oui, c'était normal. J'ai toujours fait un peu partie des dernières et puis, et puis voilà. Mais... c'était franchement... Et est-ce que tu crois que là, avec du recul, si tu avais eu peut-être une autre méthode d'apprentissage, s'il y avait eu quelque chose de plus adapté à toi, est-ce que tu penses que ça aurait pu te plaire même l'école? Oui, parce que je me rends compte de comment Dieu fait les choses avec moi maintenant, de ce que Dieu me donne, me rend capable de faire. Et en fait, c'est moi. En fait, il m'a créé comme ça, mais c'est ce que je disais, comme on est jeune, on ne se connaît pas. C'est ça. On n'a pas le recul pour se connaître, on n'a pas le recul de savoir dans quoi on est bon. J'avais vu une petite vidéo où c'était une petite fille qui devait marquer un but. Il n'y a pas longtemps sur Instagram, on a vu ça. Elle était en train de faire du foot et elle devait marquer un but. Et on voit que la petite fille n'y arrive pas du tout. Mais quand elle repart en arrière, elle fait des espèces de cabrioles, des gymnastiques extraordinaires. Ok. Et justement, la vidéo dit... Elle est juste pas à sa place. C'est pas qu'elle est nulle en foot. C'est ça. Ce n'est pas une fille qui fera du foot. Mais en gymnastique, elle est extraordinaire. Elle est très, très douée. Elle est cool, ta vidéo. Ça aurait été excellent, mais on l'a pas du tout. Mais tout ça pour dire que quand on ne sait pas et qu'on n'est pas à sa place. Mais comme parents aussi, c'est un peu notre rôle de regarder. Des fois, on transpose. Moi, ça a été transposé, la science, il fallait que j'aime la science. Et pourtant, aujourd'hui, je travaille plus dans ce domaine-là. Mais moi, avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose. Donc, ils sont allés au collège privé dans un niveau... c'était toutes les sciences enrichies, tu vois. Maths enrichi, physique enrichi. Là, je me suis dit, ils vont réussir dans la vie. Ils aimaient ça? Détester. Et puis... Mais tu le savais qu'ils détestaient? Non, mais pour moi, j'ai transposé mes valeurs et je me dis, c'est par les sciences que tu vas bien gagner ta vie, tu vois. Et finalement, c'était des artistes. Mais ils étaient bons en sciences? Oui, ils ont travaillé parce que ils travaillaient quand même assez fort. Mais dans leur cas, c'était pas du tout leur don. Donc maintenant, j'en ai un qui est parti étudier en cinéma. Il a fini son cours dans la créativité, la réalisation, le cinéma. J'en ai un autre en design, tu vois, tout ce qui est artistique. Mais moi, c'est la façon dont j'ai été élevée. Je laissais pas tellement la place. Toi-même, t'es arrivée dans la branche scientifique un petit peu par succession familiale. Un petit peu, puis par succès. Tu sais, donc, je me posais pas de questions. Et des fois, je me dis, maintenant, avec un recul avec mes enfants, si c'était à refaire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas en ligne droite. Tu sais, nous, on prenait une profession, puis on allait comme ça. Pour toute la vie. À mon époque, tu vois. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Mais tu sais, maintenant, il y a beaucoup de milieux artistiques. Je trouve que comme parents, on devrait laisser, tu sais, comme toi, je dis pas que c'est tes parents, mais laisser l'ouverture de dire, regarde, s'ils sont dans leur passion, ils vont réussir. Pour moi, mon père, un artiste, qu'est-ce que ça gagne dans sa vie? C'est pas un métier. Non, c'est pas. Mais tu vois, maintenant, si c'était à refaire, j'aurais pris ça peut-être plus cool, puis leur demander, c'est quoi ta passion? Va dans ta passion, parce que c'est rien de pire si t'aimes pas ce que tu fais. C'est vrai, plutôt que de voir les mauvaises notes comme un échec, et ben de dire, OK, c'est juste peut-être pas ta force. Exactement. Et aider à cibler, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'en tant que parent, on a tellement une responsabilité, puis il faut le prendre à cœur, parce que c'est nous qui allons les aider. C'est vrai que les profs font un travail très large. Eux, ils enseignent ce qu'ils ont enseigné. Ils ont un programme qu'ils doivent suivre. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter à chaque élève, bien qu'il y en ait qui, comme toi, on t'a dit, t'es pas faite pour les maths ou je sais plus. Mais en tant que parent, justement, on a cette possibilité de conduire l'enfant dans sa voie. Et je pense qu'il faut le prendre au sérieux, parce qu'après, regarde, on peut passer par des moments tellement durs, plutôt que de savoir directement, c'est peut-être pas mon fort. Je vais donner ce que je peux, parce que il faut quand même arriver peut-être à un certain niveau, un minimum. Mais après, écoute, ça permet aussi de plus peut-être développer et travailler sur une autre partie qui rentre plus dans ce que Dieu a mis en nous. Moi, pardon. Non, vas-y. Moi, je sais que justement, parce que je me suis beaucoup analysée, comme je disais au début, etc., pour savoir qu'est-ce que j'aimais pas. Et en fait, c'est vraiment le fait de comme on disait, en fait, on catégorise ton intelligence avec des notes. C'est ça. Moi, vous allez me prendre sous le stress, je suis très mauvaise. Je perds beaucoup de mes capacités. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on récitait une poésie devant tout le monde, etc. Moi, c'était de parler devant des gens. En fait, l'école a créé une phobie
de parler devant les gens. Et puis tu vois, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est important de dire ce que tu fais aussi et ce que tu es devenu. Alors, oui, on va le dire maintenant, mais après on prendra le temps de voir comment ça arrivé. Mais aujourd'hui, tu es entre autres sur les réseaux et tu influences pour le bien et tu parles en fait. Tu parles, tu fais des vidéos, tu communiques et on peut te suivre sur Femmes épanouies en Christ. Et en fait, c'est vraiment ça. Tu t'adresses aux personnes, t'encourages, etc. T'édifies. Tu parles à ces filles qui se disent mais moi ma vie, je sais pas quoi en faire. Je sais peut-être que j'arriverai à rien. En fait, quand je réalise, ce que l'école a fait, ce que ça a voulu arrêter en moi, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire dans mon appel. Et moi, je veux vous lire une petite histoire aujourd'hui, les filles. Une petite histoire. Donc, vous êtes prêtes avec ma petite histoire? Ok. Donc, il y a un petit garçon qui rentre de l'école et il dit à sa maman, mon instituteur m'a donné une lettre. Donc, la maman prend la lettre et puis elle la lit et là, elle a les larmes aux yeux et finalement, elle dit à son fils, ok, écoute, je vais te lire la lettre. Donc, elle lit la lettre à son petit garçon et... Donc, je fais la maman. Le niveau de votre fils est bien plus élevé que celui des autres élèves de la classe. Votre fils est un surdoué. Il mérite une éducation adaptée que notre école n'est pas en mesure de lui fournir. Nous ne pouvons plus l'accepter en classe. Donc, de là, finalement, la maman décide elle-même de faire l'école maison. Et puis, entre-temps, écoute, peut-être quelqu'un de ta famille, le petit garçon devient un scientifique de renom. Il a de renom et finalement quand sa maman décède, il retrouve cette fameuse lettre. Et en fait, il lit cette lettre qui disait « Votre fils présente un retard mental. L'école n'est pas en mesure de lui apporter une éducation adaptée. Vous devez l'éduquer par vos propres moyens ou le placer dans une école spécialisée pour les enfants déficients. » Et qui était cet enfant, mesdames ? C'était Thomas Edison. Wow. Donc voilà, Thomas Edison petit, Thomas Edison un peu plus grand, après qu'on peut voir. Donc Thomas Edison qui est très connu pour toutes ses inventions. C'est une inspiration pour la bravo. Mais pour dire qu'en fait, le rôle de la maman a été extraordinaire. Et je dis pas, et on n'est pas là pour dire que l'école ne remplit pas son rôle, parce qu'on comprend que l'école, c'est un grand système qui n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Mais peut-être aussi, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, attention de ne pas mettre dans des boîtes des enfants, puis de mettre des étiquettes. Votre enfant n'arrivera à rien, votre enfant a ceci, votre enfant a cela, parce que tout le monde n'a pas non plus la présence d'esprit de cette maman de dire, OK, on va faire les choses différemment, tout comme ta maman a pu le faire. Oui, puis des fois, on parle de professeurs. C'est vrai qu'il y a des professeurs, des fois, ils sont axés sur la performance. Des fois, sans le savoir, ils peuvent dire des paroles. C'est pas tous, chacun d'entre nous. Tu sais, mais je veux dire, par exemple, moi, quand j'ai fait à l'école, justement, quand je ne savais pas lire, la professeure m'avait dit à maman, elle va avoir de la difficulté tout au long de sa vie à l'école. Tu vois, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doctorat. Et quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, j'étais pas douée pour écrire, tu sais. Puis il m'avait dit, ton français, faut que... Toi, moi, c'était les maths, c'était pas les... Bon. Et là, il m'a dit, pour moi, tu seras pas capable de... Et j'ai écrit mon mémoire, et puis là, j'ai 5 livres à mon actif. Donc, des fois, il faut passer au-delà de ce que les gens mettent sur nous, tu sais, même nous-mêmes, de pas s'arriver. Je te dirais, des fois, quand les gens disent « Ah, t'as un doctorat », on dit « Ah, c'est comme si le fait que t'as étudié longtemps, c'est que t'as une intelligence qui est supérieure. » Mais c'est pas du tout ça. Je te dirais la persévérance, le travail bien plus important que l'espèce de c'est la matière grise que t'as au commencement. Tu vois, au contraire, des gens qui ont eu des défis académiques à l'école ou des défis dans la vie, je pense que quand ils se focusent, ils deviennent encore meilleurs parce qu'ils sont résilients. Et moi, je pense que c'est ça, probablement, que la maman, avec Thomas Edison, elle a travaillé. Et tu sais que pour côtoyer des choses, quelque chose qui est près de ma famille, la douance, il y a des gens que tu peux être en douance, ça a l'air super positif, mais la douance... En douance, c'est doué. Doué, surdoué, si tu veux. La gênance, la douance. Ouais. Non, vous venez d'apprendre quelque chose. Non, mais au Québec, je sais parce que je parlais avec des mamans en France qui me disaient c'est quoi la douance, mais ici, on va dire douance, mais en France, on va dire être surdoué. Là, tu as l'impression que ton enfant, c'est un génie, il est surdoué, tu sais, mais pas du tout. Probablement qu'il était surdoué, mais la douance va être surdouée emmène d'autres
problèmes de comportement. Donc, soit l'intelligence, c'est pas si une question de matière grise. Oui, exact. Et est-ce que je trouve... c'est ça, avec des notes, regarde, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime de votre histoire à toutes les deux, c'est que toutes les deux, vous avez eu des difficultés au niveau académique. Et après, vos chemins ont pris complètement différemment. Toi, t'es allé à fond dans les études et tout ça. Puis toi, tu as arrêté l'école à 15 ans, 15 ans, ouais, 15 ans et demi, avant même le brevet. Mais c'est de se dire, en fait, quelque part, peu importe le parcours, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ça nous montre que c'est pas une histoire de diplôme. Et on n'est pas là pour dire qu'il faut absolument pousser, faire des études à fond, doctorat, etc. Et ni non plus d'arrêter l'école à 15 ans. C'est pas du tout ce qu'on veut dire. Seigneur, mais c'est de dire, c'est de pas se limiter. Et tu vois, tu arrêtes l'école hyper tôt. On peut se dire, voilà, il y a une telle... il n'y a pas trop d'avenir pour toi. Ce sera des petits boulots. Tu peux pas. Non, mais t'avais l'impression que c'était ça. Ah, c'était ça. Et toi, à 15 ans et demi, rien sur moi. Toi, à 15 ans et demi, t'arrêtes, tu te dis, t'es soulagée d'avoir arrêté l'école, mais est-ce que t'as une perspective d'avenir? Rien du tout. Super. Du tout. Ah non, je le dis sincèrement. De dépression, Non, même pas. J'étais juste tellement contente d'arrêter l'école. Non, mais tu dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, j'étais une jeune fille, j'avais 15 ans et demi. Les copains, les copines, j'avais aucune ambition. Est-ce qu'il y a un moment, par contre, dans ta vie où c'est revenu et tu t'es dit, mais là, je vais rien pouvoir faire? Eh ben, tu sais quoi, non. Ah c'est super. Non, sérieux, tu sais quoi, après, ça fait partie de mon témoignage, mais j'ai vécu donc des dépressions, etc. Rien à voir avec l'école. Okay, mais voilà, j'ai perdu mon père, etc. Mais comme je suis foraine de ma famille, je me suis jamais dit, Yentel, tu feras jamais rien de ta vie. Okay. En fait, je pense qu'inconsciemment, il y avait quand même cette chose de dire... un filet de sécurité. Ah oui, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours quelque chose. Exactement. Okay. Et en fait, ça a changé quand je suis rentrée dans mon appel. Ok, mais parce que tu te disais, j'ai une perspective d'avenir, je sais que je serai jamais sans rien, sans activité, mais est-ce que tu t'autorisais à rêver et à te dire que tu pourras faire autre chose? À cause de ses limites, justement. Ok, d'accord. À cause de mais t'en avais conscience ou c'était juste, ça faisait juste... Ou est-ce que t'en avais envie même? Tu sais quoi, au début, je pense que je n'avais pas conscience. Ok. J'en avais pas conscience. Et après, quand j'ai eu 25 ans et que je me suis mariée et que, du coup, le Seigneur a commencé à me parler pour rentrer dans mon appel, etc., c'est là où je me suis posé les questions. Où c'est là où... après, voilà, c'est parti de mon témoignage, mais j'ai vraiment atterri bas dans ma vie. Okay. J'étais pas bien, j'étais malheureuse, etc. Pourquoi? J'ai pas... J'étais passionnée par toutes les limites. Par toutes ces limites que j'avais en moi. Et j'étais tellement une religieuse frustrée. J'étais très frustrée. Et, mais bon, ça, c'est vraiment pour le côté spirituel, etc. Et en fait, à un moment donné, c'est pour ça que je me suis analysée. J'ai dû m'analyser. J'ai dû vraiment savoir ce que j'avais au fond de moi, savoir ce que je voulais faire sortir, savoir ce que j'aimais. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que à l'école, parce que c'était pas la bonne méthode, je reviens sur ce que tu as dit, ça m'a desservi complètement. Parce que aujourd'hui, je suis capable, pour les choses que j'aime, de me lever à 5h du matin et d'étudier, et de retenir, et de passer des diplômes, de faire des choses. Chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Moi, studieuse, jamais. Des fois, quand on me dit, parce que là, mon fils, il va avoir 4 ans, et quand il a eu... quand je suis rentrée dans mon appel, c'est là où il avait quel âge? Il doit être 3-4 mois. Et donc, j'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup étudié sur l'être humain, etc., sur beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis dit, mais Yentel, mais t'étais pas du tout comme ça à l'école. Comment ça se fait? Et j'ai dû savoir pourquoi. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment la méthode. C'est vraiment je pense. À moi, en tout cas, pour moi. Et la passion aussi, quand tu as une passion. Moi, je peux pas être bonne. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Je peux pas... J'arrive pas à persévérer dans ce que j'aime pas. Je suis une passionnée. Il faut que j'aime, il faut que je ressente. Et t'as fait quoi comme diplôme du coup après? Du coup, donc par rapport à mon appel,
j'ai fait une formation pour de coaching. Et il a fallu étudier, il a fallu... Et t'as aimé là étudier? Ouais, ok. Ouais. Là, c'est pour ça que je dis ça, en fait. J'aime. Quand j'aime, je compte pas mes heures, je compte rien. Et en fait, je fais des périodes d'hyperfocus où je suis capable de... Alors je me dis, Yentl, mais en fait, t'as toujours été comme ça. C'est juste que t'étais pas au bon endroit. C'est tout. Et alors, tu sais quoi? Ça a créé des frustrations, des grosses frustrations. Ouais. Mais, regarde, des échecs, Dieu en fait des victoires. Parce qu'aujourd'hui, je peux encourager des femmes. Je sais c'est quoi d'être frustrée. Je sais c'est quoi d'être rabaissée. Je sais c'est quoi d'être tout ça. Et de dire, non, les filles, non, c'est juste que vous n'êtes pas bien localisées. C'est tout, c'est pas grave. C'est pas... Et quelquefois, c'est sûr que, tu vois... Parce que quand on parle de difficultés scolaires, c'est un petit peu en dehors de sa volonté, à part bien sûr peut-être les enfants qui travaillent pas du tout, etc. Mais sinon, tu vois, comme toi, t'étais dyslexique, je veux dire, il y a aucun enfant qui se dit ouais génial, j'espère que je vais avoir des difficultés scolaires. Non. C'est comme en tant qu'enfant, t'es victime de ça. Maintenant, il y a d'autres choix par contre qu'on peut prendre et peut-être même dans notre jeunesse et tout. Puis c'est des mauvais choix. Puis on se dit voilà, ça c'est un mauvais départ dans la vie. Les gens nous disent que c'est un mauvais départ aussi dans la vie. Et je crois c'est important aujourd'hui de dire oui, il peut y avoir des mauvais départs, mais ça va pas. On n'est pas obligé de se définir par ce mauvais départ. On peut laisser Dieu venir redéfinir notre trajectoire et se dire ok, c'est vrai, je suis mal partie, Seigneur. Franchement, j'ai pris des mauvaises décisions et devant moi, tu avais mis la mort et la vie, puis j'ai choisi, j'ai mal choisi et je te demande pardon, mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais rester voilà, j'ai pris une mauvaise décision il y a 20 ans. Non, en fait, c'est de se dire non, Seigneur, tu es le Dieu de ma destinée. Exactement. Et c'est toi qui as plani le chemin. Alors, moi, juste sur quel chemin je dois aller et puis avoir cette confiance en lui que c'est pas terminé, qu'un mauvais départ ne détermine pas notre ligne d'arrivée. Et ça nous responsabilise aussi devant Dieu, mais ça nous rappelle aussi Dieu est plus grand que nos erreurs et que nos mauvais choix. Exactement. Exactement. Et ce que j'aime aussi, c'est... alors, je souhaite pas que les gens passent par des échecs, mais... C'est formateur. Exactement. C'est formateur. Et tu sais quoi, je pensais à ça, que l'échec, en fait, ça nous permet de savoir qui on est en un minimum de temps. Parce que dans un échec, on est obligé de... T'es face à toi-même. T'es face à toi-même. T'es face à qui tu es. T'es face à ce que tu aimes, t'es face à ce que tu veux faire. Et en fait, ça te permet de... C'est quand c'est hier, j'ai écouté cette phrase-là, c'est la vérité. Quand on est par terre, c'est le bon moment pour pouvoir repartir en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais, pour ma vie, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais aussi, comme parent, moi, des fois, je me disais, on veut pas que nos enfants échouent, tu vois. Puis j'avais apporté un message de fête des mères, puis en le préparant, c'est comme si c'était à refaire, j'aurais laissé mes enfants échouer. Et déjà, je vous ai déjà parlé comment j'aime échouer, moi. Donc, je déteste échouer. Donc, les enfants, on n'en parle même pas. Alors, il n'est pas question que... Et tu vois, en protégeant, en forçant, en enrobant, tout ça, parce que les enfants, ils vont finir par échouer. On va tous échouer à quelque part. Et quand tu n'as pas appris à te relever, c'est plus difficile quand tu apprends à te relever à 18, 20, 30 ans que tu apprends à te relever à 7, 8, 9 ans. Exactement. Dans le muscle spirituel qui est plus fort. Oui, c'est ça. C'est pas top, mais on a les muscles, des muscles spirituels qui sont plus forts, justement, comme tu dis. Mais je trouve c'est important, ce côté où c'est vrai qu'en tant que parent, on peut diriger, mais il y a un moment donné, peut-être, où il faut lâcher prise aussi. Et tu sais, toi, tu parles dans ton témoignage que c'est quand tu t'es approché de Dieu, ou que tu as eu cette relation, que tu l'as plus découvert, que finalement, ça t'a amené à découvrir ton appel, qui tu étais. Et je pense que c'est des fois ce côté-là de lâcher prise, de dire, faut pas s'inquiéter, parce que quand on marche avec le Seigneur, et d'ailleurs, c'est la prière la plus importante qu'on doit faire pour nos enfants, et que finalement qu'ils marchent avec le Seigneur et que Dieu ait vraiment un impact dans leur vie, parce que Dieu va faire son travail en fait. Des fois c'est un temps juste peut-être de maturité, juste un temps propice, il y a un moment donné, mais nous on est tellement focalisés sur une façon de faire, mais de telle année à telle année il faut que tu ailles à l'école, parce qu'après là il faut que tu fasses ça, tout est comme cadré. Exactement, et tout, mais Dieu sait ce qui se passe, et je suis sûre qu'entre tes 15 ans et tes 25 ans, il s'est passé des choses, t'as grandi, il y a des choses peut-être qui ont été épurées dans ton cœur, il y a peut-être je parle pas pour toi, mais j'imagine que t'as grandi,
De toute façon, t'as grandi dans tous les cas. J'ai grandi. Mais c'est déjà grande. Mais c'est là où il faut faire confiance au Seigneur et lui dire, Seigneur, je les remets entre tes mains, mes enfants, et puis moi, je fais ce que je peux, puis après, toi, c'est toi qui les dirige. Et puis, on veut aussi donner toutes les chances à nos enfants de pouvoir réussir. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu aussi de l'impact des écrans dans la vie des enfants. Alors, on va, en tout cas, si on en fait, tu vas venir nous corriger, Stéphanie, parce que là, je vais en faire un gros raccourci. Okay. Non, parce que souvent, quand on parle des écrans, c'est vrai, Annabelle, on en a discuté, mais il n'y a pas que le raccourci, les écrans qui expliquent. C'est une somme d'événements. Alors, vas-y. Va en paix, Annabelle. Toute la bénédiction. Lisez les commentaires, Stéphanie va rajouter plein de trucs. Non, mais c'est bien. C'est bien, on est une équipe, c'est équilibré. Donc, je vais commencer en donnant juste quelques chiffres. Il y a une étude qui a été faite, des chiffres qui ont été donnés par France TV, et que dans les 15-17 ans, eh bien, c'était plus de 7 heures par jour que les ados passaient sur le téléphone. Donc, tu comprends qu'en fait, dans une vie normale, 7 heures, tu vois à quel point ça prend beaucoup de temps. Énorme. Donc, ça se comprend sans être... Sans faire de raccourcis. Oui, voilà. Non, c'est du temps perdu pour faire autre chose. Oui, c'est ça. Et que forcément, sur tes relations, sur ton comportement, ta santé, tes résultats scolaires, ça a un impact. Et c'est vrai, il n'y a pas que ça, mais c'est une chose. Et moi, j'encouragerais tous les parents à vérifier déjà ça. Si on a un enfant qui présente des difficultés scolaires, un retard de langage et tout, il y a plein de spécialistes, il y a plein de choses à faire. Et puis aujourd'hui, sur Internet, on te dit mille et une choses qui peuvent t'aider ou te faire peur aussi. Mais c'est de dire, c'est quoi le temps d'écran de mes enfants? Puis quand tu vois que tu as un enfant qui a 2 ans, mais qui passe 3, 4, 5 et quelquefois plus de temps sur les écrans, c'est se dire, c'est pas normal. En fait, là, ça ne favorise pas son développement, même si, et c'est là où on nous a peut-être un petit peu menti ou manipulé, mais bon, même si c'est des applications qui, a priori, sont très ludiques, une des premières choses, l'enfant apprend par imitation aussi. Donc, le fait d'interagir, le fait, quand t'apprends, aucun enfant ne va apprendre à marcher en regardant une application. Comment tu vas marcher, tu vois. Et le langage, c'est la même chose. Le contact, le relationnel, regarder les enfants regarder les autres enfants dans les jeux, interagir et tout. Et c'est vrai, tu vois, que aujourd'hui, et je dis pas qu'il faut bannir les tablettes, même si je crois que jusqu'à un certain âge, c'est mieux, tu vois, d'éviter les écrans. Mais je comprends parfaitement aussi l'utilité facile et pratique des tablettes. Parce que dans la voiture, quand les enfants crient, quand tu vas avoir une discussion et que tes enfants sont là en train de tourner autour de toi, tu te dis, ah là, je leur mets un dessin animé, c'est automatique, ils vont se taire, ils vont arrêter, puis on va juste pouvoir vivre, avoir notre conversation. Donc, je comprends tout le côté pratique, mais c'est de se dire, c'est de réfléchir aux conséquences aussi. Dans l'équilibre de tout ça. Et nous, d'être des exemples, parce que moi, j'ai vu des gens, non, les enfants, non, pas les tablettes. Tu disais quoi? Tu comprends? Ou même à la famille, tu sais, et moi-même, faut faire attention. On est tous... on travaille beaucoup avec notre téléphone. Donc, des fois, quand tu as un souper, tu as les enfants, puis tu as le téléphone. Ah, excuse-moi, il faut que je réponde. Nous aussi, on a à se questionner. Il n'y a rien de plus triste que d'aller dans un resto. Tu as des familles qui sont là, puis ils sont tous sur leur téléphone. Tu sais, ça brise le cœur, ça, quand même. Donc, c'est comme tu dis, ça coupe les communications, les relations, bien sûr, l'apprentissage. Oui, non, tu as tellement raison. Puis moi, j'ai vu une statistique quand même qui dit que l'Éducation nationale, donc en France, a remarqué une hausse de 94% du trouble du langage entre 2010 et 2018. Et donc, la première cause du retard, ce sera à cause des écrans, justement. Des écrans qui auraient apporté plus de troubles au niveau du développement du langage, comme tu disais. Et c'est vrai que de nos jours, ça fait partie de notre quotidien, même d'avoir une télé en fond. Des fois, tu sais même pas pourquoi elle est allumée, mais elle est là, elle fait partie de notre vie, notre entourage. Des fois, tu manges, tu regardes la télé. Des fois, c'est vraiment comme... c'est venu vraiment s'incruster dans nos familles. Et c'est là où il faut être vigilant parce que l'impact est grand. Et c'est intéressant de se dire que quand la télé est allumée, on va de suite être porté à regarder la télé parce que
ça vient, il y a le son, il y a tout ce qui fait que ça va venir vraiment attraper notre attention. Et du coup, tout ce qu'on va pouvoir faire, comme la communication, l'interaction et tout, ça va demander plus un effort. Donc finalement, ça va être coupé. Secondaire, voilà. Mais aussi, je parlais avec une psychothérapeute, justement, elle me disait que souvent, les jeunes, en particulier, ils vont avoir toujours quelque chose, un YouTube, t'écoutes tout le temps. Parce que on est dans une période extrêmement anxiogène. Beaucoup de gens ont de l'anxiété. Et quand tu es anxieux ou tu vis des choses, quand ton esprit est sur un bruit de fond, une tablette ou quoi que ce soit, une émission, tu n'es pas confronté à ton petit hamster qui tourne dans ta tête. Donc, tu fuis, sans le savoir, tu te déconnectes des questions et des fois, au contraire, il faut fermer, adulte ou enfant, de se reconnecter à ça, même si des fois, ça peut être épeurant. Pour retrouver la paix. Parce que ça peut être un échappatoire. Un échappatoire, mais qui est bien déguisé parce qu'on peut faire tout un tas de bonnes choses avec les écrans. Et les enfants aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas que... il y a un bon grand nombre de vidéos débiles, on est d'accord. Mais je veux dire, tu as des applications qui sont vraiment ludiques. Mais se dire, encore une fois, en tant que parent, est-ce que c'est vraiment pour que mon enfant apprenne l'anglais ou c'est juste pour avoir la paix, tu vois, que je lui mets l'application. Puis aussi au-delà, parce qu'on parlait des troubles du langage ou des retards scolaires, etc. Mais au-delà de ça, c'est de laisser la place, comme tu disais un peu là, à la communication. Et à partir du moment où nous-mêmes, en tant que parents, on est sur nos téléphones, les enfants sont sur nos téléphones, on est en train de passer à côté de notre rôle de bâtir notre enfant. Et une des façons dont on va bâtir notre enfant, c'est dans notre relation. Et notre relation va passer beaucoup à travers la communication. Ce qu'on va pouvoir lui communiquer et puis de garder le contact, le lien avec lui. Et c'est pas un téléphone en tant que tel qui détruit la relation, mais si le téléphone prend une place qui n'est pas la bonne place et devient une priorité, là on perd le fil avec notre enfant. En fait, il est là, tu lui parles, mais il y a tout le temps le téléphone. Quand tu lui parles, il parle avec 10 personnes en même temps. Ou c'est le téléphone, ou c'est jouer sur des jeux. Oui, ou jouer sur des jeux, exactement. Sur l'ordinateur ou sur avec une manette. C'est-à-dire, même si c'est et puis je pense que les consciences s'éveillent un petit peu, mais c'est de se dire dans notre famille comment est-ce qu'on veut vivre avec les écrans. Et je pense que c'est une meilleure question de se poser comment vivre avec les écrans que vivre avec ou sans, parce que c'est là où on va pas trouver d'équilibre. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on peut vivre avec les écrans et sans que ça devienne aussi la guerre, sans que ça devienne des sujets de dispute et incessants, parce que tu sais, quelquefois c'est ça aussi, c'est que il n'y a plus de téléphone, mais on fait que de parler du téléphone parce que t'as ton enfant qui est là, mais moi je veux un téléphone, mais moi, mais tous mes amis, alors, parce que tous les enfants qui disent ça, tous mes amis ont le droit à leur téléphone, alors, mais tout le monde dit ça dans sa maison au final. Et c'est de pouvoir se dire, ok, la famille a existé avant les écrans, avant les réseaux, avant la télé. Comment est-ce qu'on peut faire pour solidifier, fortifier notre famille avec ou malgré les écrans. Ma fille qui a 9 ans m'a déjà demandé est-ce que j'aurai un téléphone bientôt mais c'est vrai qu'au niveau des relations, personnellement, moi je sais que pendant un moment avec Sam, on mettait les enfants devant la tablette pour manger, par exemple. Tu vois, ils mangent plus tôt parfois et tout, donc c'est vrai que c'est comme une habitude, mais après tu prends trop l'habitude. Ça devient trop... au début, c'est exceptionnel, mais après, ça devient comme une routine. Et on a réalisé, mais ça casse tous nos moments de manger ensemble. Et finalement, dans ces temps de repas, c'est là où il y a tellement d'échanges. Les enfants racontent leur journée. On est tous ensemble, on rigole, on passe vraiment des bons temps. Et c'est quelque chose qu'on a complètement arrêté parce qu'on s'est rendu compte vraiment que c'était nocif, bien qu'on avait quand même des temps, ça n'empêchait pas les temps qu'on pouvait avoir en famille. Mais on s'est dit, non, c'est terminé. Maintenant, on va tout le temps manger ensemble. Et pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est des petits trucs, en fait, qu'il faut juste ajuster. Est-ce que mes enfants regardent plus la tablette? Non, c'est pas qu'ils regardent plus la tablette. C'est juste que c'est vraiment maintenant des temps donnés où là, vous pouvez regarder un petit peu, mais être vigilant que ça ne coupe pas, comme tu l'as dit, les relations. Et aussi, tantôt, on avait tellement un point important quand tu disais, tu sais, quand on disait, il est jamais trop, ce que tu disais, Annabelle, il est jamais trop tard. Des fois, on a l'impression qu'on a fait un mauvais choix, donc des adolescents, des jeunes adultes sur le téléphone avec les... Encore là, je suis pas contre les réseaux sociaux. Instagram, on y est, c'est pas ce que je veux dire. Mais des fois, avec le téléphone, les réseaux sociaux, si tu as l'impression que
tu as pris un mauvais chemin, tu as l'impression que tout le monde est devant toi. Tu sais, que tout le monde est avancé, que tes copains ont fait... Je sais pas si tu as vécu ça, toi, mais tu sais, quand tu as l'impression que les gens avancent, puis que toi, alors tu as l'impression que ta vie est comme finie. Et ça vient enlever l'espoir, le rêve, la passion de dire, même si je suis en retard sur les autres, ma vie est pas finie. Et malheureusement, sur Facebook, sur Instagram, tu vois l'autre avec sa copine à l'université, il a acheté sa maison, puis toi, comme jeune adulte, tu as l'impression de peut-être pas avoir avancé. Et c'est un piège, ça. Je trouve que ça vient tellement brimer. Puis, je sais pas, est-ce que tu as eu ça, toi, de voir quand les gens avançaient avant que tu entres vraiment dans ton appel? Et dire... Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Quand tu compares aux autres. Bien sûr, mais puis moi, très grande comparée. Je me suis toujours comparée aux autres. Donc c'est bon, c'était parfait. Ouais. Ah non, mais je reviens de très très loin. Vraiment, le Seigneur m'a sorti de très très loin. Vraiment, c'est beau. Mais c'est beau de voir. C'est encourageant. Parce que quand on te voit, tu vois, je me dirais jamais. Je pourrais pas imaginer, tu vois, cette histoire-là derrière ta vie. Quand tu as dit Dieu t'a montré ton appel, comment tu as su, comment tu as compris ton appel? Alors en fait, avant, j'étais chrétienne, mais j'avais pas d'intimité avec Dieu. Et j'ai vu une copine qui donnait beaucoup de paroles de Dieu, qui a été vraiment poussée dans l'esprit. J'ai dit, Seigneur, je veux être comme elle. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises comme elle. Et donc, elle m'a donné le conseil de me lever plus tôt le matin. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un mois, mais ce mois, il était extraordinaire, vraiment. Tu sais, des fois, tu as des mois qui sont plus... Bravo, en tout cas. D'autres. Bref, en général, c'est le but de se lever plus tôt. Mais la première personne qui est contente. Et donc, je me rapproche de Dieu, je me rapproche fort de Dieu. Et je me rappelle, un coup, j'étais dans mon lit et je dis, Seigneur, je sentais que j'avais une flamme, que j'avais quelque chose. Je dis, Seigneur, je peux faire comment pour t'aider à gagner les âmes? Je fais comment, Seigneur? Je l'ai, l'antidote. C'est toi. Je fais comment pour donner l'antidote aux autres personnes qui sont en face de moi, qui connaissent pas Dieu? Et là, il y a une question qui m'est venue, et ça m'a dit, si demain il fait moins 20 dehors, question bizarre, mais c'est ce qui m'a... Si demain il fait moins 20 dehors, qu'est-ce qui te donnerait envie de sortir de ton lit malgré tout? Tu vois? Et après, ça m'a dit... Au Canada... On vit ça régulièrement, nous, hein? Même si t'as pas de raison, il va falloir que tu sortes. Parce que sinon, ça s'appelle hiberner. Après, je me suis dit... Après, ça m'a dit, dans les dons et talents que Dieu t'a donnés, quelle est la chose la plus naturelle pour toi? Qu'est-ce que t'aimes le plus, tu vois? Et quand ça m'a dit... Donc, quand je me suis dit ces questions, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a fait avoir ces questions, ça m'a dit encouragement. Et de là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est un don? Et donc, j'ai demandé à Dieu qui me confirme, et il me l'a confirmé, etc. Et en fait, quand j'ai reçu ce mot encouragement, il y a une flamme, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Et de là, j'ai eu beaucoup d'idées. Alors, faire ça, comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. De quelle façon, Seigneur? Il y a tout qui s'est... Je ne suis pas rentrée tout de suite dedans, hein. Pas du tout. Hein. Mais ça a créé quelque chose en moi. Ta passion. C'est vraiment, je suis faite pour ça. J'aime ça. Alors, sous plein de formes différentes, hein, parce que voilà, après, sous plein de formes différentes. Et rapidement, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont découragé? Genre, découragé dans le sens, t'es sûre, il y a un tel... Alors, tu sais quoi, je dis non, mais je sais même pas si je les aurais vus. Non, mais n'y pense pas plus que ça. Annabelle, finalement, je me suis rappelée. Je suis très comme ça. Je suis très comme ça. Je peux me En fait, c'est pas les autres qui vont me décourager, c'est moi. Est-ce que je vais prendre... mettons, demain, tu vas me dire quelque chose qui va me décourager, mais si je suis focus, je l'écoute pas. Par contre, si je prends la décision de moi, ça sera de ma faute à moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, en même temps, t'es ton pire ennemi. C'est-à-dire que si tu te décourages... C'est exactement ça. L'autre, elle va pouvoir me dire tout ce qu'elle veut en face. Hein. C'est voilà. Et donc c'est pour ça. Est-ce qu'on m'a découragée? Je pourrais même pas te le dire. Non, mais c'est pas grave. Parce que j'étais tellement. Non. Tout le monde t'a encouragé, Yantal, c'est sûr. Tout le monde a cru en toi. Désolée. Pas. Non, c'est vrai. Arrête, j'ai peur que mon remonte. Mais je veux dire, mais c'est tellement ça, quand t'es passionné, que tu crois, t'es convaincu de son appel, donc tu fonces. Mais ça dépend des personnalités. C'est sûr. Mais merci beaucoup, Yantal, d'avoir partagé. Très encourageant. Vraiment. Ça va encourager.
merci. Et tu vois, quand tu vois, c'est sûr, sur les réseaux, avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'assurance, tu t'imagines, c'est vraiment ça, c'est que on se le dit pas, et c'est pour ça que c'est chouette que tu puisses le raconter, vraiment, parce que tu es un témoignage vivant. Je dis vraiment, je suis le contraire. Aujourd'hui, je suis le contraire de ce que j'étais. Et c'est véridique. Il y a toujours ce petit verset, je crois que c'est dans Exode 2, où Moïse il dit « Pourquoi moi ?» Pourquoi moi ? Et le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ce verset-là, parce que pareil, je trouve que, pour moi, je trouve que j'arrive pas bien à parler, je trouve que j'ai pas d'aisance, je trouve que pas d'aisance. Tout ça. Non, mais c'est vraiment, ça me met des barrières, ça m'a mis énormément de barrières, beaucoup. Mais c'est beaucoup d'aisance, c'est très alors, merci Seigneur. Et on va aller te suivre sur Instagram. Vraiment, sur Instagram. Ou partout. Comment. Et je voulais terminer aussi, pour donner une petite ressource aux parents, je reviens encore à mon histoire d'écran, un livre pour les enfants. Emma passe trop de temps sur les écrans, et c'est un livre très mignon, très bien écrit, une jolie histoire, et à lire avec les enfants, ça peut ouvrir, les jeunes enfants bien sûr, et ça peut ouvrir de belles discussions aussi. Je crois qu'il ne faut pas attendre que nos enfants aient 17 ans pour leur parler de tout ça. C'est vraiment parce que là aujourd'hui, ton petit garçon de 4 ans, je suis sûre qu'il est beaucoup plus à l'aise sur un téléphone que nous. Que nous, je parle pas de toi. Et puis je vous encourage aussi à aller regarder la chaîne YouTube de Eunice, Éduquer son enfant. Il y a plusieurs vidéos, vidéos sur plein de sujets, mais dont une vidéo, les 8 commandements sur les écrans en famille. Donc c'est 8 commandements assez faciles, en tout cas accessible à mettre en place, ou des points de vigilance. Donc la chaîne YouTube Éduquer son enfant avec Eunice. D'ailleurs, Eunice, si tu nous écoutes, on te salue, on aime beaucoup ce que tu fais. Rencontrer à plusieurs années. Ah ouais, bon. Ah oui. Ah ben oui, parce que toi t'es allée à Abidjan, c'est ça? Non, c'était même pas là? Non, c'était pas ok. Abidjan. Bon ok. Ok. Je crois qu'on parle de la même, mais oui. Puisque je me dis, on parle sûrement pas de la même, j'ai décidé de couper court. Ok, c'est bon. Eunice, je t'aime quand même. Considère-toi quand même. Toutes les Eunice, on vous aime. Merci beaucoup, Yantel. Merci. Et merci d'être venu nous raconter ce que Dieu avait fait pour toi. Et écoute, on te dit, vraiment très inspirant. Merci, et puis à bientôt, que le Seigneur continue de t'utiliser encore plus, parce que ce n'est pas fini. Il y a encore plus. Et merci à vous les filles, et pour notre douance. Vous saviez pas le mot de la journée. Non, mais au Québec, c'est très... Dites-moi quelque chose. Au Québec, c'est très utilisé. La douance. Jamais entendu. Bon. La douance. J'ai un cours de douance. C'est juste pour les gens doués. C'est ça. On n'avait pas encore entendu. Mais j'étais rassurée. Que je sache pas non plus. Bon. Donc, à vous tous doués de douance, on se dit à bientôt. Et encore merci, Yann. Bye.